Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que vous pouvez mettre des petits pouces Ah, super, merci beaucoup. Bonjour à tous, bienvenue au Téléstaff spécial été où nous allons parler de prévention. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Vanessa Poutot, je suis l'infirmière coordinatrice qui est en charge de la coordination de ces téléstaffs. Je travaille à l'ERVMA, donc c'est l'équipe régionale vieillissement et maintien de l'autonomie. Donc, on a une équipe de coordination et d'appui auprès des professionnels du vieillissement en Centre Val-de-Loire. Notre objectif, c'est de renforcer les synergies entre les acteurs du territoire et proposer des dispositifs et des pratiques adaptées au territoire de la région. Le programme ICOP, c'est un programme qui est porté par notre équipe, dont on va vous parler aujourd'hui. On va accueillir Clémence Pierre, qui est la chargée de mission ICOP à l'ERVMA. Donc, ça sera la première partie du téléstaff. Et en deuxième partie, nous accueillerons le collectif des nutritions qui viendra nous parler des actions 2024, notamment par rapport à la semaine de la dénutrition au mois de novembre et du concours Tous en cuisine. Non, pas tous en cuisine, le concours de cuisine. Ils en parleront beaucoup mieux que moi. Je vous rappelle que ce téléstaff est enregistré et que les replays sont disponibles sur la chaîne YouTube du CHU de Tours. Euh, voilà, et si vos micros sont volontairement coupés, si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas à intervenir dans le chat ou alors à poser vos questions via l'onglet questions-réponses et j'allumerai vos micros. Voilà. Écoutez, bon téléstaff à tous et Clémence, je te laisse la parole. Bonjour à tous, je suis Clémence Pierre, chargée de mission ICOP à l'ERVMA. Nous sommes réunis aujourd'hui pour que je vous présente ce programme de prévention santé à destination des seniors. Alors, pour commencer, on va faire un petit point, quelques rappels sur ce qu'on appelle la vieillesse et surtout à quel âge on devient vieux. Souvent, cette question d'âge revient et pose question, surtout quand on met un nombre. Donc, à commencer, pourquoi 60 ans? Déjà, c'est d'une personne âgée pour l'OMS, c'est une moyenne mondiale qui peut paraître un peu tôt dans notre pays, mais c'est une moyenne mondiale. Mais c'est également l'âge pour l'APA, pour les prestations sociales, notamment à la conférence des financeurs. 60-65 ans correspond à la cessation d'activité professionnelle globalement. 65 ans, c'est le minimum vieillesse. Et un petit peu plus tard, on passe à 75 ans, qui est la limitation fonctionnelle et le début de l'âge ou de la gériatrie, exactement. Enfin, 86 ans aujourd'hui, c'est l'âge moyen d'entrer en EHPAD. Voilà, c'était les petits rappels avant de parler d'ICOP. Vieillissement de la population. Donc, comme vous le savez tous, nous sommes de plus en plus nombreux à vieillir, nous avons de plus en plus de personnes âgées et avec un âge moyen qui augmente. Il est prévu dans le monde pour 2050 485 millions de personnes de plus de 75 ans. On vit de plus en plus longtemps, mais la question c'est est-ce qu'on vieillit mieux? À cette question, c'est pas vraiment. L'espérance de vie en France, elle est autour de 82 ans, 79 ans pour un homme, 85 ans pour une femme. Mais l'espérance de vie sans incapacité, elle recule très peu, puisqu'on est en moyenne en Europe à 64 ans et en France, on est autour de 66 ans. Ça veut dire que ça arrive très tôt, très peu de temps après le départ à la retraite, si on reprend nos définitions de tout à l'heure. Et c'est là-dessus où justement il faut agir. En sachant que à âge égal, on ne vieillit pas non plus tous de la même façon. Selon la vie qu'on a eue, selon nos modes de vie, selon nos conditions également de vie, on peut être très alerte à 90 ans comme complètement dépendant.
Le concept de fragilité, c'est là-dessus qu'il va falloir donc agir. On parle de vieillissement robuste quand la personne âgée, donc de plus de 60 ans, est en bonne santé. Bonne santé, qu'il n'y a pas de maladie vraiment, pas de pathologie. C'est un moment où on fait faire de la prévention, proprement dit. Quand arrivent les premiers signes de fragilité, donc les premières difficultés, c'est un moment où on peut revenir vers le vieillissement robuste. Par contre, quand ce moment de fragilité est passé, on passe dans le vieillissement pathologique, c'est-à-dire avec des maladies sévères, compliquées, l'handicap, ce que l'on retrouve, ce que l'on appelle nous couramment également la dépendance. Une fois qu'on est passé dans le vieillissement pathologique, on ne peut plus revenir à la fragilité ni au vieillissement robuste. Donc, l'idée, c'est bien d'agir au tout début de la fragilité pour rester en bonne santé et pouvoir continuer à faire tout ce que l'on souhaite faire. Comment on peut donc aussi, il faut, pour revenir en arrière, il faut améliorer la détection de la fragilité. Comment faire? Tout d'abord en communiquant sur l'intérêt d'une détection précoce auprès des patients âgés fragiles, mais aussi globalement autour de nous. En privilégiant l'autorepérage des signes liés à la fragilité, ça peut être le perte de poids, la fatigue, la mobilité, entre autres. C'est impliquer tous les professionnels de santé à ce repérage des fragilités, notamment en renforçant la formation des soignants, mais pas que, et en mettant à disposition des outils simples permettant d'améliorer la détection. L'Organisation mondiale de la santé nous en propose un, qui est donc ICOP. ICOP, Integrated Care for Older People. Donc, c'est un programme qui est inscrit dans la stratégie globale de la perte d'autonomie 2020-2022 du ministère des Solidarités et de la Santé. Cela signifie soins intégrés de la personne âgée, en français, et ICOP, quand on le dit en anglais, ça veut dire également je fais face. Je suis acteur, je prends en charge. En France, actuellement, c'est en expérimentation jusqu'à la fin de l'année et c'est porté par 13 équipes. Alors, vous voyez là sur la slide suivante que donc c'est expérimenté principalement en Occitanie, là où tout un peu a commencé en France, également en Corse, en PACA, sur Lyon, dans l'est de la France, sur le territoire de Mulhouse, dans les Pays de la Loire, et enfin en région Centre-Val de Loire, et c'est le RVMA qui accompagne deux territoires, dans l'Indre-et-Loire et dans le Loir-et-Cher. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. Voilà, si je dois expliquer, si je vais trop vite. Euh, alors, c'est en expérimentation, donc dans le cadre de l'article 51, ce qui permet aux professionnels de santé d'être rémunérés sur deux territoires, comme je vous ai dit, dans le 37, sur la CPTS autour, c'est-à-dire que c'est la métropole de Tours élargie, à peu près, et puis sur la CPTS, la Salamande, dans le Loir-et-Cher, ce qui correspond globalement donc autour de Blois, au centre du Loir-et-Cher. Dans le Loir-et-Cher, c'est 118 communes qui sont concernées. C'est un territoire qui est assez grand et rural. ICOP. Alors, l'objectif, c'est de réduire le nombre de personnes âgées dépendantes en repérant très rapidement les fragilités. Ces fragilités vont se porter sur les 6 principales capacités fonctionnelles du corps, qui sont aussi appelées capacités intrinsèques. On parle de la mémoire, la mobilité, la nutrition, la vision, l'audition et la santé mentale. Elles concernent toutes les personnes âgées de plus de 60 ans et naturellement autonomes dans un premier temps. Pourquoi 60 ans?
pour être justement en avant par rapport à l'âge de l'apparition de la première dépendance. Donc, ces évaluations des capacités se font en 5 étapes. Dans un premier temps, il y a un premier dépistage, ce qu'on appelle le step 1, dans notre langage à nous, qui est un petit questionnaire qui dure à peine 10 minutes, portant sur tous les points qu'on vient de dire. La mémoire, la mobilité, la nutrition, la vision, l'audition et aussi l'humeur ou les syndromes de dépression. En fonction de ces résultats, peut être recommandée une évaluation approfondie. Par exemple, pour la mémoire, il peut être proposé soit un test MMS ou un MOCA. Pour la mobilité, c'est un lever de chaise dans le step 1. Ensuite, en fonction des résultats, il peut être proposé un SPPB et ainsi de suite. Si la personne, tout va bien, très bien, il est conseillé de faire ce step 1 tous les 6 mois. Si par contre, on est arrivé à une évaluation approfondie, il peut être amené à un plan de soins. C'est l'étape 3, 4. C'est là où on parle de soins intégrés de la personne âgée en intégrant également la collectivité, le soutien des aidants. Donc, il y a 2 méthodes pour faire l'étape 1, la partie dépistage, soit en autonomie ou accompagné d'un proche à l'aide d'une application notamment, ou accompagné par un professionnel de santé ou du domicile. Donc, comme je vous disais, on fait notre step 1, les 6 capacités testées sont validées. Très bien, c'est ce que l'on souhaitait. C'est l'occasion de faire des conseils de prévention pour maintenir l'autonomie. Et on conseille de refaire le questionnaire 6 mois plus tard. Par contre, si une ou plusieurs capacités sont à surveiller, c'est ce qui est indiqué dans l'application iCop et moi, dans ces cas-là, une alerte est générée, qui est gérée par une IDE de coordination. Les résultats sont transmis au médecin traitant systématiquement et une évaluation approfondie peut être conseillée ou demandée par le médecin traitant. Une fois l'évaluation approfondie réalisée, un plan de soins adapté peut être proposé. Excusez-moi, j'ai été un peu vite. Pour le faire en autonomie, nous avons donc développé l'application iCop et moi pour la région Centre-Val de Loire. Il existe d'autres applications en France, dont iCop Monitor. Mais celle-ci, c'est celle qui permet justement toute la gestion d'alerte quand on est en région centre. Donc, ça sera celle-ci qu'il faudra conseiller aux personnes que vous accompagnez. Oh, pardon, excusez-moi. Donc, comme vous pouvez voir, on retrouve un petit peu toutes les questions au fur et à mesure. Une page, une question. Donc, sur la mémoire, ça va être, avez-vous des problèmes de mémoire ou d'orientation, par exemple? Pour la nutrition, est-ce que vous avez perdu involontairement plus de 3 kilos au cours des 3 derniers mois? Ce sont des questions simples, faciles. L'idée, c'est que la personne puisse aussi la faire toute seule. Et il y a également, donc, comme dans la version accompagnée, un test de levée de chaise avec une petite vidéo pour bien montrer comment faire. Cette application, donc, elle est téléchargeable sur Android et sur iOS. Elle est aussi accessible sur ordinateur. C'est iCopetmoi.fr, tout simplement. Il y a un compte à créer, les données sont sécurisées. Il y a une chose que je n'ai pas dite, c'est que tous ces dépistages sont financés par le ministère et par la sécurité sociale. Par conséquent, nous demandons les numéros de sécurité sociale. Ça, c'est un point important à dire aux personnes, surtout dans un moment où on est assez méfiant de ce que l'on peut nous demander. Mais tout est sécurisé derrière. La deuxième solution, c'est d'être accompagné d'un professionnel dans le cadre d'une consultation, d'une visite à domicile, action prévention et autres.
Ces professionnels sont formés au STEP 1. Comment faire? Le RVMA a créé un e-learning de à peu près 45 minutes pour justement se former. Donc, vous pouvez vous former à votre rythme. C'est gratuit également. Et à la fin, une attestation de réussite vous est envoyée. Pour les professionnels, ça permet de pouvoir être rémunéré dans le cadre de l'expérimentation. L'idée, c'est de faire un soin intégré. Donc, il y a un outil numérique qui est associé à ECOP. C'est l'outil régional de e-parcours Sphère. Donc, il faudra également, pour pouvoir renseigner ces STEP 1, avoir une inscription dans Sphère. Voilà pour le point. Je vous disais, actuellement, c'est en expérimentation sur 2 territoires. L'expérimentation se termine à la fin de l'année. Seulement, cette ICOP est entrée dans la loi du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie, celle qu'on appelle vulgairement la loi bien vieillir. Ce qui fait que ICOP sera généralisée à partir de 2025. À ce jour, nous n'avons pas vraiment d'éléments à vous donner sur cette généralisation. C'est en construction. On espère en avoir très rapidement. La seule chose que l'on peut vous dire aujourd'hui, c'est que oui, ça va concerner toutes les personnes de plus de 60 ans sur tous les territoires, qu'il y aura toujours l'auto-évaluation. Après, les grandes questions seront aussi sur les financements. Voilà une présentation un peu rapide, mais je réponds désormais à toutes vos questions. Vous en avez, bien sûr. Alors, merci Clémence. Je crois qu'il y avait Marie Bobet qui avait levé la main. Je ne sais pas si vous souhaitez toujours prendre la parole. En tout cas, votre micro est ouvert. Allô? Bonjour. Bonjour. C'est bon, je crois que je ne sais pas si je suis. On vous entend pas très bien. Bon. Alors, peut-être qu'il y a le CH Sainte-Maure qui a aussi levé la main. Votre micro est ouvert. Vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour. Bonjour. Du coup, on a eu un peu de mal à se connecter en début de séance. Alors, pour bien situer ICOP, c'est actuellement que pour les personnes à domicile. Exactement, c'est pour les personnes qui ne sont pas bénéficiaires de l'APA. L'idée, c'est de repérer des fragilités. Donc, oui, à domicile, ce n'est pas forcément pour les personnes qui sont déjà placées en EHPAD. D'accord. Alors, du coup, admettons, nous, on a 76 places de SIAD. Alors, est-ce que nous, on rentre dans le dispositif? Parce qu'on ne voit pas bien votre carte. Vous êtes à Sainte-Maure? Oui. Alors, Sainte-Maure, aujourd'hui, ne rentre pas dans l'expérimentation. Après, je parlais tout à l'heure de l'application ICOP et moi. Elle est ouverte sur toute la région Centre-Val de Loire. Ce qui ne se fera pas, en fait, quand on n'est pas dans l'expérimentation, c'est le lien avec le médecin traitant. Je vous remets du coup la slide sur ICOP et moi. La différence sur ICOP et moi entre les territoires d'expérimentation et les territoires qui ne le sont pas, c'est la gestion d'alerte. Comme je vous disais tout à l'heure, je reprends ma slide, excusez-moi. S'il y a des capacités qui sont diminuées, dans ces cas-là, une gestion d'alerte est envoyée et après, c'est envoyé en médecin traitant. Quand la personne fait son test sur ICOP et moi et qu'elle ne fait pas partie de l'expérimentation, ça sera à elle de transmettre le résultat à son médecin traitant. La deuxième chose qui n'est pas prévue en dehors de l'expérimentation aujourd'hui, c'est la rémunération des professionnels. Bon, admettons qu'on veut, parce que de toute façon, ça va être généralisé. Oui. Admettons, nous, on a 76 places de SIAD. On a Oui. des gens qui rentrent dans ce profil qui ne bénéficient pas de l'APA.
et qui auraient peut-être besoin d'être accompagnés. Admettons, on pourrait envisager de former nos aides-soignantes au step 1 et accompagner, mais du coup, si on ne transmet pas ces informations, ces gens ne compteront pas dans l'ICOP. Alors, ils ne compteront pas en effet. Après, vous pouvez vous transmettre l'information au médecin ou dire à la personne quels sont les endroits où vous avez repéré des difficultés pour que ça soit transmis au médecin. ICOP est aussi dans certains territoires, ils l'utilisent pour toutes les personnes de plus de 60 ans. C'est un outil qui est très rapide pour justement pouvoir détecter rapidement une éventuelle fragilité. Mais Donc, nous, en effet, vous pouvez très bien l'utiliser. Alors, admettons, par exemple, aussi, on va ouvrir une antenne, on va ouvrir un programme d'éducation thérapeutique. On pourrait envisager qu'au cours du bilan, l'ICOP soit fait. Mais Exactement. moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est que pour chaque personne, il faut ouvrir un compte. Oui. En effet. Du coup, vous saurez-vous, est-ce qu'il y a quand même une transmission du nombre d'ICOP réalisés, par exemple, sur l'Indre-et-Loire ou pas? Alors, nous, aujourd'hui, dans les statistiques, on regarde plutôt ce qui se passe sur l'expérimentation. On relève, en tout cas, l'extraction statistique se fait par sphère et c'est fermé à l'expérimentation. Après, je sais qu'il y a des CRT, par exemple, qui utilisent Sphère, qui utilisent ICOP et moi pour faire les évaluations, donc en dehors de l'expérimentation, hein, des CRT qui ne sont pas dans l'expérimentation, ils utilisent ICOP et moi, ils téléchargent le PDF et après ils mettent le PDF dans Sphère pour qu'il y ait un suivi avec les autres structures. Parce que pareil, nous, on va avoir une infirmière de pratique avancée là, qui est un parcours pathologie chronique stabilisé. Et on a prévu, pas dans l'immédiat, mais prochainement, d'ouvrir aussi des consultations extérieures. Donc pareil, l'ICOP, les cicatrisations, on pourra envisager qu'il y ait un temps ICOP qui soit fait. Du coup, je ne sais pas, en fait, au niveau de la cartographie, je suis vraiment désolée, ce qu'on a pris en cours de route, j'en suis vraiment désolée. C'est-à-dire que comment vous avez choisi le territoire? Parce que nous, on est en désertification médicale en termes de suivi. On sait qu'on a des gens qui ne sont pas repérés, mais que finalement, ils sont repérables avec le système. Mais après, c'est le système d'alerte. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, l'expérimentation donc, a commencé en 2022. Il a fallu choisir des territoires. Donc, c'est avec des territoires pour expérimenter le comment faire. Donc, le choix s'est posé sur ces 2 CPTS pour plein de raisons, notamment parce qu'ils étaient différents aussi. Il y en a une qui est vraiment très urbaine et l'autre qui est beaucoup plus rurale. Après, dans vos questions, il y a aussi des questions qui vont être répondues lors de la généralisation. De toute façon, quoi qu'il arrive, le médecin traitant est au centre du dispositif. Donc, si vous faites votre ICOP sur la personne, soit c'est vous qui la transmettez si vous avez un lien directement, sinon c'est la personne qui devra venir avec le résultat auprès de son médecin traitant, puisque c'est lui aussi qui est au niveau du parcours de soins. Après, l'intérêt, c'est de faire du repérage de fragilité. En fait, c'est ça, c'est du repérage de fragilité à ICOP. Nous, on sait que on a des personnes, en fait, nous, c'est ça qu'on voudrait intervenir, des gens qui sont en rupture complète de suivi médical. Donc, nous, c'était l'intérêt après de développer au niveau de notre IPA, d'aller vers ces gens, vers ce repérage, mais on a des gens qui n'ont pas de médecin traitant à l'heure actuelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces résultats au final? C'est une problématique, en effet. Après, ça peut être aussi à voir avec les CPTS. Moi, ce que je vous propose parce qu'il y a d'autres questions et on a encore un quart d'heure devant nous pour pouvoir répondre à toutes les questions. Si vous souhaitez qu'on prenne un temps pour accompagner avec votre structure, c'est possible aussi.
en sachant, comme je le précise aussi, hein, au niveau de la généralisation, les décrets vont arriver en fin d'année 2024. Donc, il y a des procédures qui vont se mettre en place et il y a certaines questions dans lesquelles on ne pourra répondre qu'à la fin de l'année. D'accord, merci beaucoup. Voilà, je suis désolée d'avoir répondu qu'à moitié. Alors, je crois qu'il y avait Corinne Nerrière qui avait levé la main. Si vous voulez souhaiter prendre la parole, c'est à vous. Ah, peut-être que c'est plus. Il y C'est avait. vrai que le micro est toujours coupé, Anissa. Non, pour moi, c'est bon. Et sinon, il y avait Sophie Bloch aussi qui voulait intervenir. On vous laisse la parole. Oui, bonjour, Sophie Bloch, directrice de la Fédération Adamien du Loiret. Bonjour. Donc j'ai ça des SIAD pour le coup. On se pose la question de déployer, même si nous on accompagne déjà des personnes du coup bénéficiaires de l'APA, mais il y a tout l'avant, notamment sur le SIAD. Je rejoins mes collègues, hein, on est sur les mêmes questionnements en fait sur les déploiements avec un territoire en désertification médicale majeure. Donc voilà, on est un peu tous dans la même situation. Ma question était plus, effectivement, est-ce que vous avez des leviers dans le cadre justement des publications de décrets et de la généralisation potentielle avec toutes les variables qu'on a effectivement aujourd'hui de questionnement sur l'avenir, justement, est-ce que vous êtes consulté pour le cahier des charges et pour justement pouvoir permettre le déploiement, que ce soit effectivement individuellement au titre de professionnels libéraux, mais aussi au niveau des structures d'exercice coordonné qu'on peut être sur les territoires avec des statuts différents, sanitaires, médico-soc, et des moyens aussi différents pour le coup. Est-ce que vous avez voix au chapitre en fait dans le déploiement? C'est ça ma question. Oui, en effet. Actuellement, donc, on est en fin de l'expérimentation dans le cadre de l'article 51. Nous sommes consultés notamment par l'évaluation. Il y a toute une évaluation qui se fait par un cabinet national ou qui va poser des questions, qui organise des focus group, des enquêtes aussi bien au niveau des porteurs que c'était au niveau de Sainte-Maure où on me posait la question sur les alertes. Il y a de nombreuses questions qui se posent. On devrait avoir une feuille de route qui commencerait à arriver en fin septembre, octobre, où on aura peut-être un peu plus d'éléments dessus. Ce que l'on sait, c'est qu'a priori, ben, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est plutôt vers l'auto-évaluation. Après, sur le parcours coordonné derrière, on n'a pas d'éléments aujourd'hui sur les structures. Dans l'expérimentation, moi, je vous ai parlé, je vous ai dit qu'on était sur les territoires des CPTS, mais on travaille également avec deux DAC, Appui Santé 37 et Santé Escale 41, ce qui permet aussi de voir un peu comment on peut faire cette coordination également. Il me semble qu'il y avait d'autres questions que je n'ai pas répondu à tout. Non, pour l'instant, c'est bon, Clémence. Il y avait la démarche à suivre pour se faire. Peut-être que tu peux en toucher deux mots sur la démarche formation Sphère en deuxième partie. Alors, Sphère, là, je vous envoie vers le grade plutôt, donc qui est le GIP, le GIPI Santé, qui s'occupe de toute la question numérique pour l'ARS, qui pourra vous répondre à toutes vos questions. C'est-à-dire, donc aujourd'hui, c'est l'outil Sphère qui est utilisé au moins jusqu'à la fin de l'année. En effet, c'est l'outil de coordination et de parcours. Et c'est eux qui pourront vous orienter pour toutes ces démarches-là. Je ne sais pas si on a les coordonnées quelque part. Donc, j'allais y rechercher. En tout cas, moi, je voulais rajouter que ce téléstaff sur ICOP, par rapport à toutes les questions qui restent en suspens sur la généralisation en 2025, il y a un deuxième téléstaff au mois d'août pour tous ceux qui n'auraient pas pu assister à celui-ci. Le 27 août, on refait un téléstaff sur ICOP et d'ici là, on aura peut-être des informations supplémentaires à vous apporter concernant la généralisation. Il y a une question. Corinne Nerrière.
Eh ben non. Tu la vois pas? En tout cas, le micro est activé. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ICOP? Je ne sais pas, Clément, si tu pourras rechercher de ton côté les infos et les coordonnées du grade pour les mettre dans le chat. Oui. Et puis, merci à vous. Euh, super. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir enchaîner sur la deuxième partie de ce téléstaff, qui est la semaine de la dénutrition. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Robin Troutot et Éric Fontaine qui vont nous parler de cette semaine et du coup du concours cuisine ouverte. Ce coup-ci, je l'ai bien dit. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Alors, on a une petite présentation. Est-ce que je peux la diffuser directement? Ça ne vous dérange pas? Oui. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez tous mon écran? C'est parfait. Super. Bien. Alors, Éric Fontaine, je laisserai se présenter juste après, va vous faire une petite introduction sur la notion de dénutrition. Et quant à moi, je vous présenterai eh bien, la prochaine semaine nationale 2024 et les outils que le collectif de lutte contre la dénutrition met à disposition de tous les acteurs pour s'engager au cours de cette semaine nationale qui se passe comme tous les ans depuis 2020 au mois de novembre. Éric, c'est à vous. Oui, merci beaucoup. Alors, moi, je suis Éric Fontaine, je suis professeur de nutrition au CHU de Grenoble, je suis un des fondateurs du collectif de lutte contre la dénutrition. Je ne suis pas sûr que je pourrais aller jusqu'au bout du webinaire parce que j'ai eu une consultation en urgence que j'attends, donc je navigue entre deux pièces, là. Donc si je ne peux pas terminer et répondre à toutes les questions, je voudrais bien m'en excuser. Alors, je vais juste faire un petit rappel sur ce que c'est que la dénutrition et surtout donc, quels sont les enjeux nutritionnels. Alors, les enjeux nutritionnels, en fait, ils varient avec l'âge ça paraît une évidence, sauf que très souvent, en fait, on continue à donner des messages univoques pour tout le monde. Tout le monde doit manger la même chose, alors que les enjeux sont très différents. L'enfant, l'enjeu, c'est de grandir comme il faut. L'adolescent, une fois qu'il a plutôt grandi, c'est d'essayer de résister à la malbouffe. L'adulte jeune, c'est un peu la même chose, avec une explication qui est de prévenir les maladies de surcharge et certains des cancers qui sont liés à l'alimentation. Et puis l'adulte vieux, et il n'y a pas de définition de l'adulte vieux, on va dire plutôt de l'adulte qui commence à avoir une maladie chronique. L'enjeu maintenant, il n'est plus de prévenir les maladies de surcharge, mais de prévenir la dénutrition. Et puis les personnes dépendantes, elles sont quasiment toutes dénutries ou à risque de dénutrition, et l'enjeu, c'est de la traiter, cette dénutrition, et de ne plus avoir peur de toutes les choses dont on nous dit qu'elles ne sont pas bonnes constamment. Diapositive suivante. Alors pourquoi il faut manger? Alors, il faut manger pour deux choses. Pour construire la maison, c'est-à-dire que les molécules qui nous composent, on les a mangées, parfois modifiées, mais en tout cas, on les a quand même mangées au départ. Et donc, il faut manger pour construire la maison. Et quand la maison est construite, il y a toujours besoin de la réparer constamment. Donc, la nutrition elle doit amener toutes ces briques qui nous constituent. Et puis, la maison, il faut la chauffer pour qu'elle soit active. Et donc, il y a un côté calorique. Donc, il y a ces deux côtés à la question pourquoi faut-il manger pour vivre. Diapositive suivante. Alors, entre ce qu'on mange et ce qu'on est, il y a une sacrée différence. Ce qu'on mange d'un point de vue général, si on faisait le nirvana diététique, on devrait manger en termes de calories, 50% de calories qui viennent des glucides, 35 qui viennent des lipides et 15 qui viennent des protéines. Ça, c'est globalement à peu près ce qu'on mange, plus ou moins, ça dépend de si notre alimentation elle est très équilibrée ou assez déséquilibrée, mais globalement, on mange quand même beaucoup de glucides. Par contre, qu'est-ce qu'on stocke? Eh bien, en fait, ce qu'on stocke en termes de calories, c'est des lipides, c'est nos fameuses poignées d'amour. Et là, la personne dans le camembert, elle n'est pas forcément obèse. Et puis, on a des protéines sous forme principalement de muscles. Et on a, excusez-moi. Ouais. Il n'arrive pas à monter, il est bloqué en bas. Je suis désolé, excusez-moi. Et puis donc, en termes de glucides, on a un tout petit stock de glucides sous forme de glycogène. Et pour faire simple, quand on va manger pas assez, et qu'il va falloir
qu'on tape dans nos réserves, eh bien, on a à notre disposition une grande réserve de lipides et une réserve de protéines et pas de réserve de glucides. Donc, en fait, quand on va manger en prenant nos réserves, ça correspond à quelque chose de très différent de ce qu'on mange d'habitude. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que quand on est malade, on aimerait bien qu'on consomme les lipides, mais pour une raison que je n'aurai pas le temps de vous expliquer, en fait, on consomme mal les lipides et beaucoup mieux les protéines, ce qui fait que quand on est malade et qu'on maigrit, c'est principalement en perdant des muscles qu'on le fait. Diapositive suivante. Donc voilà, les réserves, pour faire simple, c'est cette forme-là, hein, c'est-à-dire c'est du muscle et de la graisse, et que c'est le muscle qui va être extrêmement important. Diapositive suivante. Pourquoi c'est important le muscle? Alors pour une chose qui paraît évidente, c'est que quand on perd des muscles, ben, on a une mobilité qui est réduite, et quand on est personne âgée, ben, avec moins de muscles, on peut tomber. Quand on tombe, on peut se casser des choses, et dans ce cas-là, ben, on peut facilement arriver à la dépendance. Et puis, il y a quelque chose qui est beaucoup plus subtil, avec une très forte relation épidémiologique, mais des explications physiologiques parfois encore incomplètes, c'est qu'il y a un lien très étroit entre la masse musculaire et les défenses immunitaires. Et puis la graisse, ben, c'est de l'énergie. Donc tout ça pour dire que quand on perd du muscle, on perd des défenses immunitaires et très souvent, quel que soit l'âge, on va pouvoir faire des infections qui sont plus graves, plus dangereuses et parfois mortelles. Donc la dénutrition, c'est un syndrome d'immunodéficience acquise par perte musculaire. Ce n'est pas transmissible comme le virus du sida, ce n'est pas les mêmes microbes qui tuent, mais ça tue quand même. Diapositive suivante. En plus, avec l'âge, il y a un petit souci, c'est que ici vous avez deux coupes de RMN, hein, deux personnes qui ont le même index de masse corporelle, mais vous voyez que le jeune, il a beaucoup de muscles et peu de graisse, et la personne âgée, eh bien, même s'il n'est pas obèse, hein, même s'il n'a pas le même poids que la personne jeune, a déjà moins de muscles et plus de graisse. Donc on part, quand on est un peu âgé, déjà avec un capital musculaire moindre que quand on était jeune. C'est la raison pour laquelle on considère qu'on est dénutri quand on est âgé, non pas pour le même IMC que quand on est jeune, qui est de 18,5, mais au-delà de 70 ans, on considère que c'est 22. Vous voyez, c'est une grosse marche, hein, pour espérer avoir à 22 au moins autant de muscles que quand on était jeune à 18. Diapositive suivante. Et ça, c'est vrai même chez l'obèse. Ici, vous avez deux scanners de deux personnes qui ont le même index de masse corporelle, et simplement, on vous a colorié en rouge les muscles, et vous voyez que la personne B a plein de muscles, alors que la personne A a très peu de muscles, et donc c'est quelqu'un qui a cette double peine, elle est à la fois obèse, et on voit bien qu'il y a encore plus de graisse, et moins de muscles, et c'est toute la difficulté de la dénutrition, c'est-à-dire que quand les gens sont tout maigres, il n'y a pas besoin d'être un expert pour dire qu'il est dénutri, mais quand je vous dis qu'on peut être obèse et dénutri, parce que je vous montre que c'est des gens qui ont peu de muscles et qui donc ont les mêmes risques infectieux et parfois même en chute, les mêmes risques mécaniques, eh bien, ça ne saute pas aux yeux et il faut être attentif, il faut savoir qu'on peut avoir cette double maladie. Et que la plus dangereuse dans ce cas-là est très clairement la dénutrition. Diapositive suivante. Alors, un muscle qui ne travaille pas, c'est un muscle qui fond. Moi, c'est de temps en temps quelque chose que je montre aux patients qui ne comprennent pas, que je leur demande de manger et de bouger. Ici, c'est Thomas Pesquet, il est en pleine santé, hein, il est jeune et il est en train de tourner autour de nous, donc dans un milieu où finalement il n'a plus son poids, hein, il n'a plus de gravité. Et les gens, ils savent très bien que quand ils reviennent sur Terre, ils auront perdu des muscles parce que les muscles n'auront pas besoin de travailler. Raison pour laquelle, quand ils sont dans ces situations-là, eh bien, ils font de l'exercice. Parfois, on les voit pédaler. Ici, on les voit faire un exercice un petit peu différent. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument comprendre et expliquer aussi aux gens quand c'est possible, bien sûr. Mais c'est que si on veut garder des muscles, bien sûr qu'il faut manger, mais on ne peut pas les garder sans les faire travailler. Ce qui ne veut pas dire faire de l'activité physique intense, hein, ce n'est pas du sport, ce n'est pas forcément quelque chose qui fait transpirer, qui essouffle, et voilà. Mais il faut absolument bouger, on ne peut pas rester au lit, sinon c'est le début des soucis. Diapositive suivante. Donc voilà un petit peu le résumé de tout ce que je viens de vous dire sur la dénutrition. Pour garder du muscle, il faut manger des protéines, donc je vous ai mis ici un steak, et il faut faire de l'activité physique. Sur le papier, c'est très facile à dire. Dans la vraie vie, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en musique parce que
Il y a un certain nombre de gens qui pensent que quand ils sont âgés, ils ont besoin de moins manger ou de moins manger de protéines, que quand ils sont fatigués, ils doivent se reposer, que quand ils sont vieux, il ne faut plus bouger. Et donc, ce concept-là, de dire aux gens qu'ils ont besoin de manger autant, si ce n'est plus, de protéines quand on est âgé, et de continuer à faire de l'activité physique, et de ne pas avoir peur de temps en temps de manger du gras, du sucré et du salé, c'est-à-dire tout ce qu'on nous dit toute la journée qu'il faut faire attention. Il faut déconstruire tous ces messages pour que les gens soient convaincus que leur bonne santé, quand ils sont malades et quand ils sont âgés, elle tient sur cette image-là. Il ne faut pas avoir peur de manger des frites avec de la mayonnaise parce qu'ils ne risquent pas d'en manger trop. Voilà, diapositive suivante. Alors la prévalence de la dénutrition chez les personnes âgées, ça c'est ce qu'on trouve dans la littérature. D'abord, il faut savoir que 97% des personnes âgées vivent à domicile. Donc les chiffres qu'on a en EHPAD ou à l'hôpital, c'est évidemment le sommet de l'iceberg. Mais à domicile, même s'il y a beaucoup de personnes, on considère que c'est entre 5 et 10% des gens qui sont dénutris. Et surtout, il y a un signe qui est très intéressant, c'est que dès qu'il y a une aide professionnelle à la maison, quelle que soit l'aide professionnelle, pour des raisons de santé, hein, j'entends, eh bien, la dénutrition, elle augmente déjà à 25%. Que dans les hôpitaux, elle est entre 35 et 60% dans les services de gériatrie, et que dans les EHPAD, je pense que ce chiffre est vraiment très ancien, on dit 35, moi j'ai plutôt l'impression que c'est largement plus. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment quelque chose qui existe. Alors ça existe, mais le vrai truc, et le truc qui est intéressant, c'est qu'on peut faire quelque chose. Parce que si on avait une fatalité pour laquelle on ne peut rien faire, pourquoi on se mobilise? Diapositive suivante. On se mobilise parce que, évidemment, il faut rompre ce cercle vicieux, hein, qui est de dire quand on est malade, on ne bouge pas, quand on est malade, on n'a pas faim, et quand on est malade, souvent, il y a une inflammation, et que ces trois choses combinées, elles font fondre le muscle à vitesse grand V. Néanmoins, comme je vous disais tout à l'heure, il y a possibilité de faire quelque chose. Diapositive suivante. En fait, la perte d'autonomie ou la perte musculaire, on peut tenter de faire quelque chose. Ici, vous avez une étude qui vous montre que sur 1600 sujets, hein, randomisés en deux groupes, une intervention qui consiste à marcher avec du renforcement musculaire, et puis l'autre, ben, on les laisse faire. Et puis, on a juste regardé, au bout d'un certain temps, la capacité, ou plus exactement l'incapacité de marcher 400 mètres sans avoir besoin de repos ou sans avoir besoin d'aide. Et vous voyez qu'en fonction du temps, ici c'est des années, hein, sur 3 ans et demi, eh bien, les gens diminuent, hein, mais ça diminue moins dans le groupe où il y a une activité physique adaptée. Donc ça, c'est vraiment super important. Et en même temps qu'il y a cette activité, il faut aussi nourrir les gens. Diapositive suivante. Et là, on a l'efficacité de la prise en charge nutritionnelle, hein, avec des gens chez qui on a rajouté, l'objectif, il est de 30 à 40 kilocalories par jour, mais il est rarement atteint dans ces cas-là sans qu'on ait besoin de mettre autre chose. Et là, l'idée, c'est d'avoir rajouté un complément nutritionnel oral de 400 calories et de 30 grammes de protéines par jour, en plus des repas, de ce que les gens peuvent manger. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette étude-là, et ça a été vraiment bien montré, hein, c'est des méta-analyses Cochrane, hein, d'accord? On voit que ça augmente le poids, que ça diminue les complications et ça diminue les hospitalisations et les réadmissions à l'hôpital. Tout ça pour vous dire que c'est rentable de nourrir les gens en termes de santé publique. Et puis en termes de santé individuelle, ben, bien sûr que s'ils vont moins à l'hôpital et qu'ils sont moins compliqués, ben, ça va mieux au niveau de l'individu. Diapositive suivante. Donc c'est la raison pour laquelle, parce que cette maladie elle existe, hein, qu'il y a plus de 2 millions de Français qui sont dénutris, mais surtout parce que on peut y faire quelque chose. Ici, on a parlé des personnes âgées, mais il y a aussi des dénutris à tous les âges, y compris dans l'enfance. Parce qu'on peut y faire quelque chose, c'est pour ça qu'on se mobilise, pour que les gens ne comprennent pas l'amaigrissement comme un symptôme, mais comme en fait une maladie qui s'appelle la dénutrition, pour laquelle on a des armes, même si ce n'est pas des médicaments en termes de pharmacologie classique. Et donc, il faut se mobiliser. On a créé le collectif en 2016 et depuis 4 ans, on est mandaté par le ministère pour organiser la Semaine nationale de la dénutrition, dont l'objectif, c'est que tous les gens qui font des choses dans le domaine de la prévention ou de la prise en charge de la nutrition se mettent un peu en lumière. Mais en fait, très souvent, c'est les gens qui font ça toute l'année. Mais en faisant ça, ça mobilise les troupes. Et puis, on espère aussi que ça va diffuser dans l'esprit des gens pour qu'ils comprennent que c'est une maladie, que ce n'est pas une fatalité, et qu'ils demandent, comme à une certaine époque,
on a demandé, les patients et les familles ont revendiqué la prise en charge de la douleur, eh bien, revendiquent la prise en charge de la dénutrition. Voilà, je vais laisser la main à Robin. Pour l'instant, ma consultation n'est toujours pas arrivée, donc je peux continuer à vous écouter, mais je ne sais pas si j'arriverai à terminer le webinaire. Voilà, merci. Merci Eric. Bonjour à tous. Donc, et comme je le disais, moi, je vais vous faire un petit focus sur la semaine nationale de la dénutrition et sur les outils que le collectif met à votre disposition. Alors, la 5e édition de la semaine nationale de la dénutrition se déroulera dans toute la France du 12 au 19 novembre 2024, en métropole et dans les Outre-mer. C'est une semaine nationale de prévention qui est prévue dans le programme national nutrition santé pour les années 2019-2023 et qui a été prorogée en 2024 et qui est donc soutenue par le ministère des Solidarités et de la Santé ainsi que par les différentes caisses nationales, que ce soit l'assurance maladie, l'assurance vieillesse et bien sûr la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA. C'est une semaine nationale de prévention qui vise à mobiliser les professionnels dans le champ social, le champ médico-social, le sanitaire, mais bien sûr, mais bien au-delà aussi, le champ de la restauration collective, divers acteurs qui vont eh bien, créer des actions au mois de novembre sur cette semaine spécifiquement pour eh bien, contribuer à au meilleur diagnostic, à la meilleure compréhension, à la meilleure prise en charge, au meilleur repérage et à la meilleure prévention de la dénutrition. Alors, un formulaire pour s'inscrire qui est disponible sur le site luttecontreladénutrition.fr, mais je vais, à la fin de mon intervention, vous redonner l'ensemble des liens utiles. Euh, un formulaire d'inscription pour faire labelliser votre action. Il est important de faire labelliser l'action que vous souhaitez mettre en place dans votre établissement ou dans votre service. Un formulaire d'inscription aussi pour commander les kits de communication que le collectif vous envoie gratuitement à l'ensemble des labellisés partout en France à l'adresse que vous aurez indiquée. Ces kits de communication, on y reviendra. Ils sont composés de flyers, d'affiches et potentiellement de kakémonos. Et puis, un formulaire d'inscription pour être visible sur une carte interactive qui sera mise en ligne sur le site luttecontreladénutrition.fr et qui permet aux acteurs de votre territoire, en l'occurrence en région Centre-Val de Loire, de regarder qui fait quoi dans la région au mois de novembre, durant cette semaine, et potentiellement bien, pouvoir participer à l'action que vous auriez voilà, inscrite et puis labellisée. Alors, à qui s'adresse la Semaine nationale de la dénutrition? Eh bien, à un ensemble d'acteurs très différents, je le disais. En 2023, on a recensé plus de 3000 labellisations. C'était 2000 en 2022, donc c'est plus 50% en un an. C'est une montée en charge assez conséquente pour cette semaine nationale, pour cette semaine de prévention en santé. Donc, on a un ensemble d'acteurs assez différents. On a des entreprises et des associations, des professionnels de santé, que ce soit de l'hôpital ou de la ville, des professionnels du médico-social, que ce soit dans le champ de la personne âgée ou dans le champ de la personne en situation de handicap, et puis un ensemble, voilà, beaucoup d'établissements d'hébergement, que ce soit des EHPAD, des résidences autonomie ou des résidences services. Quelles actions vous pouvez mettre en place? Eh bien, elles sont aussi diverses qu'enrichissantes. Des actions de dépistage, des actions durant les repas, soit par exemple un atelier culinaire, un atelier de dégustation, un atelier voilà, pour refaire une recette aux côtés des résidents si c'est en EHPAD et de leur famille. Des actions aussi de sensibilisation et de formation auprès des professionnels. Et puis des actions de communication. Alors ça va de la distribution simple d'un flyer d'information à l'organisation d'un certain nombre d'événements, colloques, webconférences, webinaires, voilà, conférences de presse. On a vraiment des actions assez différentes et assez riches à mettre en place. Pourquoi s'inscrire dans cette semaine nationale de prévention sur la dénutrition? Tout d'abord parce qu'en fait, la dénutrition, Éric Fontaine l'a dit, elle touche plus de 2 millions de personnes en France, entre 2 et 3 millions, de l'enfant à la personne âgée.
En participant à la semaine de la dénutrition, vous vous mobilisez aux côtés d'un vaste réseau d'acteurs, de plus de 3000 acteurs. De plus en plus d'acteurs nous rejoignent dans cette cause et on ne peut que s'en féliciter. Vous investissez aussi pour vous former sur un sujet qui touche toutes les tranches de la population. Et puis, vous participez aussi à une prise de conscience générale des enjeux de la dénutrition qui concerne toute la population. En juin 2023, le collectif a réalisé un sondage avec l'IFOP sur eh bien, les grandes tendances sur la maladie, en interrogeant le grand public sur la connaissance qu'il pouvait avoir de la maladie. On s'est rendu compte que, eh bien, il y avait encore beaucoup de chemin à faire sur la compréhension de la maladie, puisque, eh bien, il y avait plus de 80%, je crois, des Français interrogés qui ne considéraient pas la dénutrition comme une maladie. Et puis ce sondage a permis aussi de mettre en lumière certains clichés sur lesquels, idées reçues sur lesquelles il faut vraiment, contre lesquelles il faut vraiment lutter. Le principal cliché étant de considérer qu'il est normal de maigrir en vieillissant. Et donc, voilà, c'est vraiment l'action du collectif que d'essayer d'imprimer chez les professionnels comme chez les personnes qui ou elles accompagnent, qu'il n'est pas normal de maigrir en vieillissant. Et surtout, d'instaurer, de mettre en place des réflexes aussi auprès des personnes, par exemple sur la pesée, sur des choses très concrètes. Et on s'est rendu compte que eh bien, très peu de Français se pesaient à domicile ou se faisaient peser lors de sa visite chez le médecin généraliste. Donc voilà. Un ensemble, ce sondage a permis de montrer que la route est encore longue et qu'il est vraiment nécessaire de continuer eh bien de lutter et de faire connaître cette cause et cette maladie. Le collectif de lutte contre la dénutrition crée un certain nombre de temps forts, d'actions thématiques durant la semaine nationale. Pour les établissements médico-sociaux type EHPAD, résidence autonomie ou en résidence service senior, mais aussi pour certains établissements sanitaires qui ont des cuisines et qui souhaiteraient s'investir, le collectif met en place une opération qui s'appelle Cuisine ouverte, qui est un concours de cuisine, un concours salé et un concours sucré, et qui permet eh bien, de montrer que les chefs comme les équipes de restauration sont pleinement investis et qu'il y a de réelles vocations voilà, dans les métiers de la restauration collective en établissement, et que comme le premier des soins est bien sûr l'alimentation, et une alimentation autant que faire se peut, plaisir, eh bien, il y a vraiment beaucoup à faire et beaucoup est fait aussi. Et donc, on a souhaité mettre en place cette opération-là pour mettre en valeur eh bien, l'engagement de ces professionnels auprès des personnes, j'y reviendrai. Euh, on a aussi cette année une action thématique qui s'appelle les Olympiades près de chez vous. Nous allons organiser eh bien, des ateliers d'activité physique adaptée, puisque cette année, ça n'aura échappé à personne, eh bien, Paris, comme la France, accueille les Jeux Olympiques d'été, qu'il y a une grande cause nationale autour du sport et de l'activité physique adaptée, et qu'avec l'alimentation, l'activité physique adaptée fait partie eh bien, de la solution pour lutter contre la dénutrition. Et donc, c'est tout simple. Cette action est réalisée en partenariat avec Ciel Bleu, qui est un partenaire historique du collectif. Et des ateliers seront organisés sous la forme d'Olympiades un jour dans la semaine en novembre pour réaliser un atelier d'activité physique adaptée et puis pour promouvoir dans les régions eh bien, les bienfaits de l'APA, de l'activité physique adaptée. On a aussi une action un peu thématique, c'est mon point d'indicateur de taille, qui permet eh bien, de contribuer à promouvoir l'utilité et l'importance, en tout cas pour lutter contre la dénutrition, eh bien, de la pesée. Un petit focus voilà, sur l'opération Cuisine ouverte, avec des visuels notamment qui dataient de l'année dernière. Vous avez des exemples de recettes qui ont été réalisées par les équipes l'année dernière. On remet des prix, et d'ailleurs, les prix du concours sucré ont été remis aux Journées du vieillissement et du maintien de l'autonomie qu'organise le RVMA à Tours au mois d'avril. Donc, on a un concours sucré, un concours salé, des recettes témoins pour guider un petit peu les établissements qui pourront reproduire, voire
faire plus que les recettes témoins qu'on met à disposition en innovant. Et des prix seront remis en 2025 pour l'établissement qui aura réalisé la plus belle des recettes et l'établissement qui aura potentiellement innové aux côtés de ses résidents euh, sur une recette sucrée comme salée. Un point important quand même, donc quand vous vous inscrivez sur le formulaire d'inscription de la semaine nationale, vous pouvez cocher je participe à l'opération cuisine ouverte et on vous enverra le kit de communication qui vous permet d'avoir les recettes témoins que met à disposition le collectif et ses chefs, qui sont Sandrine Baumann-Autin, chef pâtissière, et Christian Tête-Doigt, qui est un meilleur ouvrier de France et qui a un restaurant étoilé à Lyon. Et puis, il y a un hashtag Cuisine ouverte, ouverte 2024 qui vous permet de poster vos réalisations sur les réseaux sociaux pour que nous puissions en garder une trace, à la fois visuelle, mais aussi du cahier des charges de la recette qui aura été réalisée. Alors, rapidement, hein, on vous a mis des petits visuels qui vous permettent d'avoir une idée assez précise de ce qui vous est envoyé quand vous commandez un kit de communication via le formulaire d'inscription. Donc, ces kits de communication, ils sont envoyés gratuitement, hein. C'est un point important vu que le collectif est un peu un opérateur pour le ministère de la Santé et de Solidarité sur cette semaine de prévention. Là, c'est les financements nécessaires pour vous envoyer ces kits de communication gratuitement partout en France. Les kits de communication voilà, vous retrouvez dans ces kits, premièrement, les affiches un peu officielles avec des informations essentielles sur la maladie. Vous avez ensuite 3 catégories de flyers. J'accélère un petit peu, je vois le temps défiler. Un flyer grand public, un flyer pour la communauté des soignants et un flyer pour les aidants et les aides à domicile. Des outils thématiques qui ont été réalisés à chaque fois aux côtés de professionnels de santé comme d'aidants. Rapidement, le flyer généraliste, vous voyez, il ressemble à ça dans son contenu. Une définition simple, les signes qui peuvent vous alerter, les risques qui pèsent sur les personnes dénutries, comment on comment on prévient la maladie et comment on y répond. Des éléments contextuels assez simples pour le grand public. Et puis, en quatrième de couverture, vous voyez les données essentielles sur la maladie. Et puis, des QR codes renvoyant vers les sites des partenaires institutionnels du collectif de lutte contre la dénutrition. Pour le deuxième outil qui est plus centré sur les situations à domicile, vous aurez encore une fois la définition, les risques, etc. Et puis des éléments plus centrés sur le domicile, c'est-à-dire des éléments de repérage de la dénutrition à domicile. Je prends l'exemple souvent des stratégies d'évitement des repas, des aliments périmés dans le frigo, un ensemble de faisceaux d'indices qui permet à une personne de voir que son proche peut-être est en situation de dénutrition et puisse ensuite pouvoir l'orienter vers son médecin ou un professionnel de santé à proximité. Vous avez en quatrième de couverture des QR codes qui renvoient d'une part sur le parcours de formation de la Compagnie des aidants, qui est un parcours de formation gratuit, assez didactique, très bien fait et très simple d'utilisation. Et puis un autre QR code qui renvoie vers la plateforme Ma Boussole Aidant. Et donc, cette plateforme permet de géolocaliser à proximité du domicile de la personne concernée les professionnels que la personne pourrait avoir besoin en fonction de sa situation et de sa santé. Un dernier flyer thématique avec un niveau de discours plus technique, centré sur les professionnels de santé, sur la maladie. Et puis un QR code renvoyant notamment sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé en la matière. Le collectif a traduit en facile à lire et à comprendre le flyer généraliste. Donc cette traduction en facile à lire et à comprendre prend la forme de très peu de texte et d'une série de pictogrammes. Facile à lire à comprendre avait été développé, donc, comme vous le savez peut-être, par l'UNAPI pour des publics en situation de handicap mental et cognitif. On s'est rendu compte que le facile à lire et à comprendre avait beaucoup d'avantages pour des publics qui peinent à la lecture ou qui maîtriseraient pas bien l'offre français. Donc on renforce avec le facile à lire et à comprendre l'inclusivité des outils que le collectif de lutte contre la dénutrition met à disposition des acteurs. Ensuite, vous avez un dernier outil qui compose l'ensemble des kits de communication, comme le flyer facile à lire et à comprendre. Donc, c'est le flyer d'autodiagnostic Paradé. Un flyer tout simple pour les personnes avec une série de 4 questions sur le poids, l'appétit, le repas et les habitudes alimentaires
Vous répondez à ces questions, vous obtenez une somme de pictogrammes et qui vous permettent d'avoir, voilà, de vous repérer en fonction de votre situation potentiellement problématique. Et si elle est problématique, notamment à cause d'une perte de poids de plus de 3 kilos en très peu de temps, eh bien, d'informer votre médecin. Vous pourrez aussi avoir des kakémonos pour eh bien, les mettre en place dans des lieux de passage ou dans des lieux un peu stratégiques au sein de vos services ou de vos établissements durant la semaine. Le collectif, pour eh bien, vous donner des idées d'action à mettre en place, il met à votre disposition un certain nombre de guides d'action thématiques. Donc, il y en a un guide d'action pour les EHPAD, un guide d'action pour les handicaps, un guide d'action pour les acteurs de l'hôpital, un guide d'action pour les résidences autonomie et résidences services, et puis un guide d'action pardon, pour les acteurs du domicile. Ces éléments ont été réalisés à chaque fois en partenariat avec eh bien, des acteurs spécialisés pour que ces guides d'action eh bien, ils conviennent du mieux possible à vos réalités professionnelles quotidiennes. Et donc, ils comprennent à la fois des éléments très concrets sur la dénutrition, ce qu'est la dénutrition, et des éléments très concrets aussi pour vous donner quelques idées d'action, et surtout pour vous donner les outils pour organiser les actions. Je prends cet exemple à chaque fois parce qu'il est assez parlant, mais pour le guide d'action de l'hôpital, on vous met des outils pour organiser deux types d'ateliers. Un premier type d'atelier qui va prendre la forme d'un jeu de dés et de cartes. Vous balancez un dé, vous obtenez un résultat de 1 à 6 et vous avez donc 6 catégories de cartes qui vous permettent de tester les connaissances, de connaissances générales aux connaissances techniques d'un service, des professionnels autour de vous. Le deuxième atelier, c'est, les professionnels de santé de l'hôpital euh, connaissent déjà un peu le principe, c'est la chambre des erreurs. Donc, on a adapté, pardon, la chambre des erreurs au contexte de la dénutrition et on met un certain nombre d'éléments pour organiser très facilement cet outil qui peut, voilà, qui prend la forme d'un aménagement d'une chambre pour un aide-soignant ou une aide-soignante qui doit relever les erreurs d'aménagement en fonction des besoins spécifiques des personnes en situation de dénutrition. En 2024, le collectif continue de créer quelques outils supplémentaires pour continuer de vous outiller du mieux possible, un guide d'action sur les danses, un guide d'action sur la restauration collective, et puis un guide d'action sur la cancérologie. Le collectif essaye de mettre en place, de construire des formats les plus innovants ou les plus adaptés possibles. Et donc, par exemple, le guide d'action sur la cancérologie prendra la forme d'un journal de pesée, promouvant la pesée à des moments un peu stratégiques dans le cadre du traitement par chimiothérapie d'une personne. Et on les invitera, par exemple, à prendre eh bien, son poids le jour de la prise de sang qui précède chaque cycle de dénutrition, qui présente chaque cycle de chimiothérapie, pardon. Voilà, donc des outils assez concrets. Tous ces outils-là sont disponibles eh bien, sur l'Académie de la lutte contre la dénutrition, qui est disponible elle-même sur le site lutte contre la dénutrition.fr. Je vous renverrai les liens à l'issue. L'Académie de la lutte contre la dénutrition, c'est tout simple. C'est une plateforme de ressources gratuite, numérique, qui est disponible sur le site du collectif et qui vous permet, eh bien, qui permet de concentrer un certain nombre de ressources qui sont validées scientifiquement par le Conseil scientifique de la Semaine nationale de la dénutrition. Et ces ressources, elles sont assez diverses aussi. Ça va du podcast aux webconférences, aux fiches techniques ou aux rapports plus ou moins politiques, plus ou moins scientifiques sur la question de la dénutrition et de l'alimentation et des traitements nutritionnels. Alors, pour nous suivre et nous contacter, donc c'est tout simple. Vous avez à la fois les réseaux sociaux du collectif de lutte contre la dénutrition, sur LinkedIn, sur Twitter et sur Facebook, mais principalement sur LinkedIn. Vous avez aussi la newsletter du collectif de lutte contre la dénutrition. On vous encourage à vous inscrire sur la newsletter puisque, eh bien, on communique notamment par exemple sur les actions thématiques, sur les guides d'action, sur les kits de communication, sur les dates, etc., sur toutes les informations qui concernent la semaine de près ou de loin. On communique très largement sur les réseaux sociaux et sur la newsletter. Et donc, vous pourrez retrouver toutes les informations utiles sur ce point. Dernier détail, qui n'en est pas un, vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui. On a mis en ligne le formulaire d'inscription au début du mois de juin. On vous invite à commander vos kits de communication le plus rapidement possible.
puisque eh bien, le budget du collectif n'étant pas extensible, eh bien, on peut pas on a distribué par exemple en 2023 1,5 million de flyers. On ne va pas pouvoir en distribuer 3 millions cette année. On dit ça aussi, non pas que pour des enjeux budgétaires, mais aussi parce que on doit fermer la possibilité sur le formulaire d'inscription de commande des kits, eh bien, un mois avant la semaine nationale de la dénutrition. Donc, on a souvent des acteurs qui s'y sont pris un petit peu tard et qui ne peuvent pas commander les kits parce qu'ils s'y prennent eh bien, au mois d'octobre. Nous, vous comprenez bien qu'au niveau de la logistique, pour imprimer 1,5 million de flyers et puis pour euh, empaqueter, si je puis dire, gérer la logistique des kits de communication et les envoyer gratuitement partout en France et même dans les Outre-mer, ça demande un petit peu de temps. Donc on ferme en général le formulaire de commande des kits fin septembre. Donc voilà, n'hésitez pas à concevoir dès cet été, à en parler autour de vous, à concevoir dès cet été vos actions et à commander vos kits de communication de manière très concrète. Et pour ne pas vous faire surprendre au mois de septembre et, euh, et ne pas du coup pouvoir commander les kits de communication, même si l'ensemble des flyers que je vous ai présentés, aux côtés des guides d'action, sont disponibles en version HD et imprimable sur la plateforme, encore une fois, de l'Académie de la lutte contre la dénutrition. Voilà, je vous remercie, j'étais un petit peu long, mais je serai disponible bien sûr pour répondre à toutes les questions. Merci Robin pour cette présentation. Alors, on a un petit peu de temps pour les questions. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas. C'est le moment. Sachant que vous aurez les présentations de Clémence et de Robin avec le compte rendu qui vous sera envoyé d'ici quelques jours. Et bien sûr, le replay sur YouTube qui sera disponible, pareil, d'ici peut-être une petite dizaine de jours. Bon, c'était très clair. Il n'y a pas de questions, c'était très clair, très bien expliqué. Alors, on va pouvoir clôturer ce téléstaff. Avant de terminer, je vous rappelle 3 dates. C'est les dates des prochains téléstaffs, donc notamment par rapport à la semaine de la dénutrition. Le téléstaff portera sur ce sujet. Il aura lieu le 12 novembre, donc ça sera le premier jour de la semaine de la dénutrition. Et donc le thème portera sur les textures, comment réinventer l'alimentation pour combattre la dénutrition. Voilà, ça sera le thème du mois de novembre. Donc, ça sera le 12 novembre. Et 2 autres dates. La première, c'est celle du prochain téléstaff. Donc, toujours un téléstaff de l'été 2024 qui portera encore sur ICOP. Comme ça permet à tous ceux qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui de pouvoir encore entendre Clément sur la présentation du programme de prévention. Et on aura certainement d'autres informations à vous communiquer sur la généralisation du programme en 2025. Et pour ceux qui étaient là aujourd'hui, merci à vous d'avoir été présents. On pourra vous retrouver dès le 17 septembre au prochain téléstaff, donc de la rentrée, et on parlera du Zona. Voilà. Et ben, merci à tous. Passez un bel été. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous, au revoir.